Anthropologue militant, pilier du mouvement Occupy Wall Street, formé à l'université de Chicago, passé par Yale, David Graeber enseigne aujourd'hui à la prestigieuse London School of Economics. Et il est notre invité jusqu'à 13h30. Bonjour David Graeber. Hello. Et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. Bonjour. Comment est née cette enquête, David Graeber, plus précisément? D'un exemple concret ou d'une intuition quand vous vous attaquez à ce sujet, avant même d'écrire cet article en 2013? Well, it was really an intuition. I don't really come from a professional background. C'était véritablement une intuition. Je viens pas d'un milieu professionnel directement, mais je rencontre sans cesse des gens. Quand on leur pose la question « Que faites-vous ?», ils vont dire « Rien, vraiment, sérieusement ». Au début, je pensais qu'ils étaient simplement modestes, humbles, mais quand on leur donne un petit peu à boire, ils admettent finalement qu'ils ne font véritablement rien. Peut-être qu'ils travaillent 1 heure par semaine, et puis le reste du temps, ils font semblant de travailler. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est très commun ce genre de choses? Me suis-je demandé. Cette hypothèse, petit à petit, a été confirmée après les nombreux témoignages que vous ayez reçus quand vous avez sorti cet article dans le magazine Strike. En 2013, dès le premier article sur le sujet, vous déminez les objections aussi immédiates que prévisibles sur votre légitimité à dresser un inventaire des jobs à la con. Vous écrivez, et vous, enfin vous imaginez qu'on vous dit, et vous, qui êtes-vous pour dire quels emplois sont vraiment nécessaires? Un professeur d'anthropologie à propos, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Well, I mean, clearly people are interested in what I have to say, otherwise I Vous wouldn't be savez, here. les gens sont clairement intéressés par ce que j'ai à dire, sans ça vous m'auriez pas invité. But I'm Mais not judging other people. je ne juge pas les autres, je leur demande simplement comment ils jugent leur propre travail. Et c'est ce qui est vraiment important à ce sujet. Moi, j'irai jamais voir quelqu'un qui sent que son travail est important et lui dire non, ce que tu fais, c'est ridicule. Mais si quelqu'un qui me dit mon travail n'a pas de sens, je ne vais pas en débattre avec lui, je l'accepte. Et la façon dont j'ai écrit l'article, c'était quasiment une provocation, une plaisanterie. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle on ne travaille pas 15 ou 20 heures par semaine et qu'on travaille plus? Peut-être qu'on a juste créé ces jobs imaginaires. Je ne savais pas si c'était la vérité, mais l'article, c'est devenu dingue et c'est devenu totalement viral. En moins de 2 semaines, ça a été traduit en 12 langues. Et j'ai commencé à avoir des gens qui m'envoyaient leurs confessions ou qui les publiaient en ligne. Et m'ont dit, oh mon Dieu, c'est vrai, moi je suis avocat d'affaires, je contribue rien à la société, je suis malheureux tout le temps dans mon job. Ça m'a beaucoup surpris. Il ne peut y avoir de mesure objective de la valeur sociale, écrivez-vous, mais avec un peu de bon sens, on peut quand même évaluer l'utilité d'un job quand l'hypothèse de sa disparition provoquerait un trouble, par exemple, voire une catastrophe. Vous donnez un exemple très simple, quand les contrôleurs de train ou les profs font grève, que les trains ne roulent plus ou que les écoles sont fermées, on se rend bien compte de l'utilité d'un job dans un moment comme celui-ci. C'est-à-dire que s'il est difficile de définir ce que sont exactement les jobs à la con, on peut assez vite se rendre compte quels sont les jobs nécessaires. Well, I mean, I think that is the best obvious measure. There's a wonderful C'est la meilleure mesure possible. Il y a un cas très précis dans les années 70 de 2 grèves. C'était les employés des déchetteries qui se sont mis en grève à New York et les banquiers. Et en moins de 10 jours, la ville a vraiment accordé toutes les demandes des gens qui ramassaient les ordures, parce que la ville était devenue invivable. D'un autre côté, les banquiers se sont dit « tous les commerces vont s'arrêter ». Non, les gens ont continué leur activité. Ils ont écrit des chèques et les chèques ont circulé de façon comme ça, de main en main. Les gens ont improvisé un système et ça a fonctionné. Ce qui nous ramène à la définition du travail peut-être aujourd'hui. Je vous propose d'écouter celle de l'un de vos confrères, le philosophe canadien Alain Deneau, auteur de Faire l'économie de la haine, entre autres, et nous dire si elle colle à votre conception du travail aujourd'hui. Le travail, qu'est-ce que c'est d'un point de vue social? C'est penser la rencontre entre des dispositions, des compétences, des volontés, d'une part, et d'autre part, des besoins, éventuellement des aspirations collectives. Mais on n'en est pas là du tout. On en est à dire à des gens
voilà, vous allez vous conformer à une entreprise qui a pour viser, surtout quand il s'agit d'une multinationale, pour viser de satisfaire des actionnaires, avec des stratégies très dures. Et on se trouve à faire n'importe quoi, à faire des tâches tout à fait absurdes. Vous avez un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser, parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous avez des designers qui vont imaginer une façon d'installer un bain tourbillon dans un jet pour un oligarque qui a les moyens de se le payer. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Des sociologues qui font des recherches sur le public des casinos parce que le bailleur de fonds vient de cet horizon-là. Et donc, on est face à un monde qui, je reviens sur l'expression, qui nous condamne à la médiocrité. C'est-à-dire à une absence de réflexion sur le sens même de ce qu'on fait. Est-ce que ça vous semble être une bonne définition, David Graeber, du travail aujourd'hui? Yes, I think that people understand that. Les gens le comprennent. Ils comprennent ce qu'est l'effet de leur travail mieux que nous. Les gens ne sont pas idiots. S'ils font quelque chose qui n'a aucun sens, ils le comprennent. Et s'il y a une façon que leur travail est utile aux gens, ils vont le comprendre aussi. Donc il faut croire les gens, il faut leur faire confiance. Quand je regarde des enquêtes qui me disent qu'entre 37 et 40% de gens pensent que leur travail est absurde et que si leur emploi disparaissait, ça ne ferait aucune différence, mais moi, ça a été très surprenant pour moi, les résultats de cette enquête. En quoi? Mais je pensais qu'il n'y aurait que au plus 15-20%, mais 37-40%, c'est énorme. Quand on pense qu'il y a des jobs dont personne ne pense qu'il est inutile. Si vous êtes conducteur d'autobus, si vous êtes infirmier, même si vous êtes musicien, allez, même, vous savez que vous faites quelque chose. Et si vous éliminez ces emplois, ce que ça suggère, c'est que 35% des gens pensent que leur travail à eux est inutile. Toute personne qui est dans un bureau, qui pourrait penser que son travail est inutile, eh bien, effectivement, il y a 35% des gens qui pensent exactement cela. Des gens qui sont dans les bureaux pensent que leur travail est inutile. Et pensez à tous les gens qui travaillent au bénéfice de ces gens-là. Si vous êtes un employé du nettoyage, eh bien, votre travail sert à quelque chose puisque vous nettoyez. Mais si vous nettoyez un bureau et il y a quelqu'un qui ne travaille pas, alors à quoi ça sert ? Exemple avec le témoignage de Judy. Je le disais dans votre livre, David Graeber, de nombreux témoignages récoltés et mis en situation. Judy vous écrit « Le seul job à plein temps que j'ai jamais eu était inutile de bout en bout. C'était dans une boîte d'ingénieurs privés aux ressources humaines. Je me trouvais là que parce que le grand chef des RH était une feignasse qui ne décollait jamais les fesses de son fauteuil. J'étais assistante RH. Mon boulot me prenait, c'est pas des conneries, hein, 1 heure, 1 heure et demie par jour à tout casser. Le reste, 7 heures et des poussières, je le passais à jouer au 2048 ou à regarder YouTube. Les téléphones ne sonnaient jamais. Il me fallait pas plus de 5 minutes pour rentrer des données dans l'ordi. J'étais payée à m'emmerder. Mon patron aurait facilement pu faire mon boulot, mais je vous dis, c'était un sale con fainéant. Yes, precisely. I mean, this is Très précisément. This is a classic example of a flunky job. Exemple classique d'un boulot de larbin. Voilà. C'est pas parce que le boss ne veut pas faire le travail, mais il veut avoir des gens qui soient sous ses ordres pour se sentir importants. Beaucoup de ces emplois sont simplement faits pour que des gens riches se sentent plus importants, se sentent bien dans leur peau. Alors voilà un exemple du larbin, entre guillemets, parce que dans ce livre, David Graeber, vous dressez une typologie de ces jobs à la con. Qu'est-ce qui différencie le larbin du porte-flingue ? Les porte-flingues, c'est une catégorie que j'ai dû créer moi-même. Parce qu'il y a tellement de gens, quand je leur pose la question, donnez-moi un exemple de ce que vous faites en job à la con. Beaucoup de gens me disent, ce sont des vendeurs de télémarketing, des avocats d'affaires, des gens, des consultants dans les relations publiques. Ils font quelque chose. C'est pas comme s'ils travaillaient pas. Mais ils pensent que toute leur industrie ne devrait pas exister. Et ils pensaient que si leur industrie n'existait pas, le monde serait un lieu où on vivrait mieux. C'est pour ça que je les ai décrits comme porte-flingues. On a besoin d'un télémarketeur si votre concurrent a un télémarketeur. Si votre concurrent n'avait pas de télémarketeur, on n'aurait pas besoin. Même comme, par exemple, les féodaux. Les féodaux étaient là pour
défendre leurs paysans. Mais s'il n'y avait pas d'autres féodaux qui défendaient d'autres paysans, eh ben, il n'y aurait pas besoin de gens pour défendre les paysans. Donc ces gens-là étaient inutiles finalement. Une typologie de 5 catégories de jobs à la con. Alors qu'est-ce qui distingue ensuite les rafistoleurs des cocheurs de cases? What's the difference between duct tapers and box stickers? Les rafistoleurs et les cocheurs de cases. Well, duct tapers are there to solve a problem. Les rafistoleurs sont là pour résoudre un problème qui ne devrait pas exister. Si l'organisation était efficace, on n'aurait pas besoin de rafistoleurs. Et il y a beaucoup de gens dans les bureaux comme cela. J'avais besoin à un moment d'un menuisier parce que dans mon bureau, les étagères se sont effondrées. Et l'université où j'ai enseigné n'avait qu'un seul menuisier. Mais il y avait une autre personne dont le boulot était de présenter des excuses parce que le menuisier n'avait pas le temps de venir réparer mes choses. Mais pourquoi ne pas vider ce type-là et engager un autre menuisier? On n'a pas besoin de lui. Ben, c'est ça l'essence même des rafistoleurs. Alors qu'un cocheur de case, c'est différent. Un cocheur de case, il est là pour que les organisations puissent dire « on fait quelque chose ». Mais quelque chose qu'il ne fait pas en réalité. Donc, si vous faites toute la paperasserie, vous ne faites pas votre boulot. Par exemple, la conformité dans le monde de la banque, c'est un bon exemple de cela. Ou c'est l'exemple aussi de Betsy qui raconte « L'essentiel de mon boulot consistait à interviewer les résidents afin de noter leurs préférences personnelles dans un formulaire loisirs. Ensuite, on rentrait ces données dans un ordinateur. Après, quand on s'empressait de les oublier pour toujours, une version papier était également conservée dans un dossier pour une raison que j'ignore. Parce qu'au final, en fait, toutes ces informations qu'elle passait ses journées à recueillir ne servaient à rien, puisque les préférences des résidents de cette maison, on n'en avait que faire et on faisait les choix qui avaient été décidés sans même regarder les résultats de cette enquête. Et elle était supposée divertir les résidents de cette résidence. Mais elle n'avait pas le temps de le faire, puisqu'elle devait remplir tous les formulaires sur quel type de divertissement les gens aimeraient avoir. Et cette bullshitisation du véritable travail, c'est quelque chose qui se produit dans quasiment toutes les industries qui s'occupent des gens. L'éducation, la santé, c'est un problème horrible. Et dans mon boulot aussi, je dois passer tellement de temps de parler de la manière dont je devrais enseigner, ce que je vais enseigner. Je n'ai pas le temps d'enseigner. Parce que vous le racontez aussi, votre monde à vous, le monde universitaire et scientifique, celui dans lequel vous évoluez, n'est pas épargné par cette bullshitisation, comme vous le dites, des jobs. Il y a plus en plus de paperasse. Tout ça va nous amener à une autre enquête phare que vous avez menée, celle autour de la bureaucratie, David Graeber, qui grignote notre quotidien. Il y a une 5e catégorie que j'évoque rapidement, c'est peut-être le cas le plus problématique et emblématique à vos yeux, c'est celui des petits chefs, ces supérieurs dont l'essentiel du boulot consiste à surveiller ses subordonnés et à distribuer les tâches, comme vous le raconte notamment Ben. Alors eux, ils témoignent moins facilement, mais c'est la 5e catégorie que vous avez observée. Aujourd'hui, David Graeber, vous êtes devenu monsieur Job à la con, un docteur S mal-être au travail. Certains témoignages, et on vient d'en évoquer quelques-uns, prêts à rire, tellement le système que vous décrivez est absurde, presque kafkaïen. En réalité, vous êtes aussi devenu le réceptacle d'une vraie souffrance, celle liée, et c'est ce que vous racontez bien, à la perte de sens du travail aujourd'hui. Une des choses qui m'ont le plus impressionné en récupérant tous ces témoignages, c'est à quel point les gens étaient malheureux. Parce qu'on pourrait penser que, bon, c'est pas si mauvais que ça. Imaginez, il y a des gens qui ont des vrais problèmes, et vous recevez de l'argent et beaucoup de respect, et vous n'avez rien à faire. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement malheureux? Vous avez quelque chose pour rien, c'est pas ce que les gens aimeraient bien avoir, non? Quelque chose pour rien? Mais en fait, les gens me disent qu'ils sont déprimés, sont anxieux, ils sont malades, des maladies psychosomatiques, qui prennent leur corps et qui disparaissent à partir de l'instant où on leur donne quelque chose de vrai à faire. Et ça montre quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne sont pas ces machines maximisées dont on peut tirer le plus possible en payant le moins possible. Ils veulent avoir un effet sur le monde qui les entoure. Si on enlève cela, à ce moment-là, ils s'étiolent et meurent.
Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de ces boulots que les machines, que la révolution technologique va détruire. Mais c'est vrai que dans tous les témoignages, ou de nombreux témoignages que vous produisez, David Graeber, dans ce livre Bullshit Jobs, on se rend compte que là où on sent une déperdition de sens, là où on sent une absence de fierté, c'est aussi pour tous ces jobs qui pourraient être remplacés par les machines. En fait, c'est vraiment pas gratifiant de se dire qu'on occupe un boulot qu'une machine ferait aussi bien à notre place. Exactly. I mean, if you think Tout about à it, fait. Quand on y réfléchit, le travail qui a le plus de sens, c'est un travail qu'on n'aimerait pas avoir une machine en train de faire. Vous ne voulez pas qu'une machine prenne soin de vous quand vous êtes malade. Vous ne voudriez pas qu'une machine vous enseigne. Et beaucoup de ces travaux que font les travailleurs, on n'y réfléchit pas. C'est du travail de soin. Par exemple, il y a, vous savez, il y a eu une grève des gens qui travaillaient dans le métro. Les gens ont dit, mais non, ces gens-là, peut-être qu'ils ne sont pas utiles, on peut avoir des machines qui vendent des billets, etc. Mais ces gens ont donné une bonne réponse. Ouais, allez-y, continuez. Allez dans une station de métro où il n'y a personne. J'espère que votre enfant ne se perd pas dans le métro. Donc, espérons qu'il n'y a pas un ivrogne qui vous ennuie. Espérons des tas de choses que ne se produisent pas. Mais ces gens-là sont pour s'occuper des autres personnes. Et ce sont exactement les choses que l'on ne voudrait pas robotiser. Même s'il y avait un robot qui serait capable de retrouver les enfants perdus ou qui pourrait écarter les ivrognes. Non, on ne voudrait pas qu'un ivrogne fasse cela. On aimerait des vraies personnes. Vous avez dit le mot individu. Alors pourquoi chacun d'entre nous, les individus que nous sommes, nous acceptons ça? On peut avoir peut-être une première réponse simple et claire à cette question qui est qu'on a besoin de manger à la fin du mois et qu'on prend aussi le boulot qu'on trouve. Alors si on passe au stade au-dessus, David Graeber, pourquoi notre société accepte ça et surtout pourquoi elle produit ça? C'est une question extrêmement importante parce que il y a une vision théologique du travail. Si on ne travaille pas plus dur que ce que l'on aimerait travailler à un travail que l'on n'aime pas, ça veut dire qu'on n'est pas une bonne personne, on n'est pas un vrai adulte, on ne mérite pas l'amour de votre communauté, de sa communauté. C'est une idée incrustée théologique dans des racines extrêmement chrétiennes. Et je pense que ça souligne beaucoup de nos pensées en politique. La seule chose que la gauche et la droite s'accordent, c'est que un job, plus d'emplois, c'est toujours bien. Mais non, pourquoi est-ce que ça serait bien? Parce que quand vous en avez un, c'est facile à dire, mais quand vous n'en avez pas, vous aimeriez en avoir un, même s'il n'est pas totalement utile. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut produire, est-ce qu'il y a suffisamment de jobs utiles pour tout le monde aujourd'hui? Si vous réduisez le temps de travail 15 heures par semaine, il y en aurait pour tout le monde. Et une des choses intéressantes, c'est que les robots, vous savez ces histoires, les robots vont nous prendre notre boulot. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? D'un côté, on nous dit que le capitalisme du marché est un système extrêmement efficace, et de l'autre côté, on nous dit mais non, ça serait totalement impossible de redistribuer le travail nécessaire de telle façon que chaque personne en fasse un petit peu et qu'il y aurait suffisamment à donner à manger pour tout le monde. Mais non, moi ce qui me frappe, c'est qu'on a un service totalement inefficace. On ne peut même pas imaginer de le faire ça. Mais vous êtes par exemple favorable, David Graeber, à l'instauration d'un revenu universel, revenu qui a fait débat au moment de la présidentielle en France, enfin petit débat parce que ça n'a pas vraiment pris. Pour l'instant, la mesure a été vraiment mise dans un tiroir, mais il y a fort à croire que cette question reviendra sur le devant de l'actualité tôt ou tard et pas seulement en France. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, avec un revenu universel, d'assez rapidement se retrouver face à un revenu à la con, pour reprendre le terme de vos jobs à la con. C'est-à-dire que des gens soient payés à rien faire, à jouer aux jeux vidéo, à regarder les oiseaux passer dans le ciel. Les gens sont tellement déprimés quand ils ont des jobs à la con où ils n'ont rien à faire, eh bien, ça change notre présupposé sur ce que
veulent les gens. Les gens veulent faire quelque chose. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire un travail qui soit soumis aux desiderata de quelqu'un, mais ils veulent sentir qu'ils contribuent à la société, qu'ils font quelque chose tous les jours qui rend le monde meilleur pour les gens autour d'eux. Donc je ne pense pas que ce soit un véritable problème. Bien sûr, l'autre problème cité par les gens, c'est « bon, et alors ? Les gens vont faire quoi ? Ils vont rien faire peut-être ?» Un de mes exemples favoris, c'est les prisons. Vous avez des gens en prison. Ce ne sont pas des gens antisociaux, finalement. D'un autre côté, il faut punir les prisonniers. Quand on punit les prisonniers, on leur enlève le droit au travail. Parce que, vous savez, il serait mieux à repasser des pantalons en prison plutôt que de s'asseoir à rien faire et à regarder la télé. Les gens veulent faire quelque chose. Donc je pense que ça, c'est pas un problème. Et d'autres choses que les gens disent. Bon, ok, les gens veulent faire quelque chose, mais peut-être qu'ils ne feront rien d'utile. Peut-être qu'on aura un monde rempli de mauvais poètes et de musiciens qui jouent faux et de scientifiques qui pensent de travers. Bon, d'un côté, peut-être que certaines personnes vont le faire, mais ils seront beaucoup plus heureux que de faire un job qui ne sert à rien aujourd'hui. 30 à 40% de gens qui font un travail inutile, ça ne serait pas si mauvais que ça. Et tout ce dont on a besoin, tout simplement, c'est d'un seul Miles Davis, un John Lennon, un Albert Einstein. Et bon, ça ferait un excellent retour sur investissement. Invité de la grande table des idées, en ce lundi, l'anthropologue David Graeber, à l'occasion de la parution de son essai Enquête Bullshit Jobs, c'est au lien qui libère. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. 13h18 sur France Culture. Et on se remotive avec un extrait tout de suite de La mise à mort du travail, un film de Jean-Robert Vialet, sorti il y a presque 10 ans déjà en France. Bonjour. Pour traiter 7000 appels, un lundi, généralement, sur la journée, on a 180 personnes. Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces. Première étape, c'est la motivation. Il faut les motiver, il faut que l'équipe soit motivée. C'est assez répétitif, mais en même temps, ce qui est intéressant dans le travail, c'est qu'on a des challenges pour nous motiver. A priori, c'est Franck. Et lui, il se dit être le meilleur chargé de clientèle. C'est Anthony, un technicien. Et pareil, en fait, là, c'est un challenge pour élire le meilleur chargé d'assistance et le meilleur technicien. Pareil, ils sont quelques-uns à concourir pour avoir de très jolis lots. Ça motive tout le monde, je pense, avoir un petit peu d'argent en plus sur son salaire, ça ne fait que motiver les gens. C'est comme ça qu'on les rend performants. Heureux, efficace, motivé, challenge, performant. Est-ce qu'il y a des mots parmi ceux-là ou d'autres que vous aimeriez voir bannis du langage, David Graeber, voire du monde du travail? Yes. Well, I mean, in my own work, dans mon propre travail, quand je vois un document qui dit excellence, qualité ou partie prenante, je pense que ça devrait être détruit, parce que ça sera une perte de temps. Oh oui, stratégique aussi, ça c'est un mot qui devrait être éliminé. Stratégique, c'est le mot à radier. Alors vous écrivez quoi à vos élèves quand ils vous font un bon travail, un bon retour? What do I write? I say that's good work. Je dis que c'est du bon travail. Good job. Cette enquête, David Graeber, entre dans un cadre un peu plus général pour vous de remise en question du travail et du système libéral, capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Une bureaucratie dont la critique fut aussi longtemps l'apanage de la droite, critique nourrie, mais qui est aujourd'hui renforcée par le capitalisme. Dans l'Utopie des règles, l'un de vos précédents essais, vous écriviez « La bureaucratie est devenue l'eau dans laquelle nous nageons, presque comme l'air que nous respirons ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Parce que on ne l'aperçoit presque plus, tellement elle est devenue banale aujourd'hui. Yes, I remember looking at a graph of
Je regardais un graphique de la fréquence de l'utilisation des mots. On peut le faire par Google aujourd'hui. Les gens parlent de plus en plus de bureaucratie. C'était en 73, 74, et puis ça s'arrête soudain, ça diminue, cette fréquence. Et j'ai vérifié d'autres mots. Est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de bureaucratie? Donc j'ai regardé paperwork, formulaire. Et le formulaire, ça crève le plafond. Et c'est des mots que l'on associe à la bureaucratie. Il y en a de plus en plus. En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de société dans l'histoire humaine où les gens ont passé plus de temps à remplir des formulaires. Mais on n'y pense plus comme vivant dans une société bureaucratique, parce qu'on ne peut plus imaginer quoi que ce soit de différent. Alors, cette séparation entre l'État et les marchés, qu'on pensait évidente, n'est pas du tout acquise. Vous l'avez écrit, les politiques conçues pour réduire l'ingérence de l'État dans l'économie finissent en réalité par produire plus de réglementation, plus de bureaucrates, plus d'interventions policières. Il n'y a pas non plus de séparation claire, en fait, aujourd'hui, en matière de bureaucratie entre le public et le privé? De plus en plus, le service public devient de plus en plus entrepreneurial et que les entreprises sont de plus en plus dépendantes du gouvernement. La finance aussi. Et les corporations, les entreprises sont financiarisées. Elles sortent leurs profits grâce à des moyens politiques. Et de plus en plus, on ne peut plus dire ce qui est privé, ce qui est public. D'un côté, la banque peut vous dire « Ah, vous savez, on a tous ces règlements, c'est pourquoi c'est tellement difficile pour nous. Si vous allez dans une banque, et puis là, à ce moment-là, vous êtes face à la bureaucratie la plus horrible. » Et puis si vous regardez les règles gouvernementales, par qui sont-elles écrites? Par les banques. Eh bien voilà, qui a fait quoi? Où est la différence? Et c'est exactement à cette interface entre le public et le privé que ces jobs à la con s'accumulent. J'ai écrit l'histoire d'un gars qui s'appelle Kurt. Il travaille pour un sous-contractant d'un sous-contractant d'un sous-contractant pour l'armée allemande. On pourrait penser que l'armée allemande est une institution extrêmement efficace. Ça peut être critiqué pour beaucoup de choses, mais jamais pour l'inefficacité. Mais pour le rendre encore plus efficace, d'une certaine manière, ils ont privatisé certains éléments de leurs opérations militaires. Et soudain, l'ordre pour qu'un officier puisse bouger son ordinateur d'un bureau à l'autre, il faut impliquer 27 personnes. D'ailleurs, vous dites, ce job pour lequel on ne questionne jamais l'utilité aujourd'hui, c'est bien celui de l'armée, des militaires, tous ceux qui travaillent directement pour l'armée. On n'a pas le droit de critiquer les soldats. Ils sont au-dessus de tout reproche aujourd'hui, David Graeber. Est-ce que vous pensez que collectivement, on est en train d'en revenir d'une certaine manière? Je voyais ce week-end un article dans Le Monde qui disait que au Royaume-Uni, il y avait un retour des nationalisations. Et l'article évoquait la reprise du contrôle d'une prison et d'une ligne ferroviaire par l'État. Ces politiques de libéralisation si tendance sous Thatcher et Reagan, est-ce que vous pensez qu'on en revient aujourd'hui? Il y a eu quelques changements, pas simplement dans les gouvernements, dans les institutions. L'externalisation, on en revient. Il y a eu une série de grèves de gens du nettoyage qui avaient été externalisés dans les facs et ailleurs, et sont réincorporés maintenant. Donc, en fait, la tendance va dans ce sens-là. On en revient. Mais c'est très intéressant. On n'en revient pas à la nationalisation à l'ancienne. Par exemple, nous voulons que ce soit des gens qui soient véritablement repris en main d'une part par les institutions, mais en grande partie aussi par les citoyens et les travailleurs. Et les travailleurs. Avec Bullshit Jobs, David Graeber, on se pose tous, en tout cas moi je me suis posé la question de l'utilité de mon job, et on sent que vous nous invitez tous à faire de même, aussi pour prendre conscience de ce qui se joue aujourd'hui, retrouver la valeur du faire, le sens de l'utilité sociale, ce à quoi invitent tous ces jeunes diplômés aussi de l'enseignement supérieur qui choisissent finalement un boulot d'éleveur ou de restaurateur. Et Géry, ou figure de ce mouvement, l'ancien politiste devenu mécanicien, auteur de Éloge du carburateur, Matthew Crawford. Je vous propose de l'écouter, un court extrait de sa conférence TED donnée en 2011.
J'ai tenu 5 mois, j'ai démissionné et j'ai ouvert un magasin de réparation de motos. Le paradoxe que je voudrais montrer, c'est que en réparant des motos, vous répondez à des standards qui ne se laissent pas manipuler. Soit la moto démarre et roule bien, soit elle ne démarre pas. Et dans le dernier cas, pas moyen de ruser. Et c'est ce qui me plaît. Ce travail est souvent frustrant, mais jamais irrationnel. Alors, faut-il garder la rationalité ou l'irrationalité comme critère pour vous, David Graber? On se rend compte que beaucoup de ces jobs à la con, ne sont pas tournés vers le bien commun ou vers la réalisation du soi, mais strictement vers eux-mêmes. C'est ce que vous racontez, ce que vous écrivez et soulignez. On travaille pour travailler, aussi parce qu'on est quand même encore dans des sociétés où le temps libre est suspect. Quel est le critère que vous retenez surtout, ou qu'on devrait retenir pour s'interroger sur nos boulots? La plupart des gens savent déjà si leur travail a un effet sur les autres. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y réfléchissent, mais bon, c'est pas simplement la rationalité. Si vous êtes enseignant, vous ne pouvez pas dire rationnellement à quel point vous avez enseigné quelqu'un. Mais vous savez, quand vous changez la vie de quelqu'un, et si vous ne le savez pas, eux vont vous le dire. Je rencontre des gens, des années plus tard, que j'avais oublié avoir dites et qui avaient changé leur vie. Donc, travailler au bénéfice des autres, ça fonctionne par des canaux qui ne peuvent jamais être capturés par un algorithme, qui ne peuvent pas être transcrits par une formule mathématique. Et un des problèmes, c'est que les gens pensent que ça devrait pouvoir être transcrit en formule. Et c'est un désir absolument délirant de transformer les désirs en quantité. Et pour qu'on puisse dire après passage par ordinateur, ah, vous êtes un enseignant meilleur que celui-là. Voilà, des retours simples peut-être de ceux qui pourraient dire merci, vous m'avez apporté beaucoup. J'ai peur qu'on se quitte sans que vous ayez même dit ce qu'était la métaphore du poisson frit. Mais en 20 secondes, on n'arrivera pas, n'est-ce pas? Oh yes. 20 seconds. Okay. Well, I always felt that when J'ai toujours senti qu'il faut passer la plupart du temps à faire des travaux administratifs quand on est enseignant.